Bonjour à tous. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour un autre webinaire dans lequel on va discuter au sujet de excellence opérationnelle et comment on peut atteindre l'excellence opérationnelle par les optimisations de maintenance. Je suis contente de vous présenter deux experts métiers qui m'accompagnent aujourd'hui pour cette session. Jean-Claude Lambolèze, qui est fondateur de société Fairfull et également un expert métier avec plus de 30 ans d'expérience, et Karim Kalfan, qui est délégué régional de réseau AFIM spécialisé dans les maintenances. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous présenter la société Fairfull qui notamment permet de gérer les cycles de vie des équipements industriels? Oui, bien sûr, Maria. Donc, notre société, nous sommes éditeurs de software. Hein. On intervient dans la construction des équipements, hein, qui va amener tout ce qui est trait à la qualité de soudage, qui est un de nos produits. Et nous intervenons et nous créons des plateformes d'assets industriels pour optimiser la maintenance et l'inspection, hein, avec différents moteurs, hein, avec des choses qu'on vous expliquera un peu plus loin. Donc on est assez spécialisé, on est équipé aujourd'hui un peu plus de 120 sites industriels en France et en Europe. Karim, je sais que AFIM est très actif au sujet de la maintenance, que vous faites et des formations continues pour déjà des experts dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que vous proposez comme service, qu'est-ce que vous faites et quelle est votre zone d'activité? Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très rapidement, une présentation de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc c'est la FIM fédère 1000 adhérents environ, appartenant à 800 entreprises, et nous sommes en 12 délégations régionales. Suivante, s'il te plaît. Les principaux de notre association, c'est d'améliorer la santé, sécurité et les conditions de travail, parce qu'hélas, en maintenance, nous sommes des mauvais élèves concernant les aspects de santé, sécurité, représenter la profession, promouvoir et adapter la formation. Et donc, vous voyez que j'ai une double casquette puisque je suis de l'Institut universitaire de technologie Louis Pasteur, de l'Université de Strasbourg, et je m'occupe du pôle maintenance où nous avons des formations en maintenance à Bac+2, diplôme universitaire de technologie en génie industriel et maintenance, et 2 licences professionnelles, technique avancée de maintenance et contrôle industriel et maintenance des installations. Un autre axe, c'est d'échanger, d'analyser, d'informer. Et donc, la FIM est également présente au niveau de la commission AFNOR X60G maintenance, puisque le président de cette commission est un membre de la FIM et même un administrateur de la FIM. La FIM participe également à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur, et le président de la FIM est membre de cette commission pédagogique nationale. Nous collaborons également avec l'INRS où nous avons développé conjointement un outil qui s'appelle Securafim et qui consiste à manager de manière visuelle les points de condamnation. Suivante, s'il te plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables régionaux et rapprochez-vous donc de nous. Suivante, s'il te plaît. Voilà, donc n'hésitez pas, soutenez la FIM, adhérez, participez à nos travaux, faites la connaissance. Donc le site de la FIM est en pleine restructuration. Il devait être opérationnel fin du mois, mais finalement avec le Covid, ça va être un peu plus tard. Et j'espère qu'en septembre, il sera opérationnel. Voilà. Merci Karim pour cette présentation. Donc en fait, les sujets que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui, c'est notamment de
La situation des défis dans l'industrie, qui est toujours de trouver un équilibre entre les coûts de la maintenance des équipements et de performance, et que cette problématique, elle touche dans une raffinerie ainsi qu'une usine chimique et une production agroalimentaire, donc en fait toutes les industries et industries de process en particulier. Selon une revue qui a été publiée récemment, plusieurs industriels cherchent à atteindre une excellence opérationnelle. Leur motivation se concentre principalement sur comme je dis avant, meilleur équilibre entre les coûts et l'efficacité, mais également aussi dans les réductions de risques opérationnels, les risques d'accidents majeurs, et notamment dans les optimisations de leur programme de maintenance. Les objectifs sont toujours d'améliorer les performances et augmenter la fiabilité des équipements. Karim, je sais qu'il y a les crises sanitaires qui touchaient la France, touchaient toute l'Europe et même toute la planète, mais également touchaient l'industrie. À ton avis, selon tes ressentis, quel est l'impact notamment sur l'industrie française quel est le retour que AFIM a constaté de ses adhérents et de ses partenaires? Oui, la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc les chiffres, hein, et donc l'Observatoire du réseau maintenance qui est spécialisé dans le marché de la maintenance nous avons des chiffres depuis 88, et il a pour objectif d'apporter des éclairages sur les marchés de la maintenance industrielle, immobilière et tertiaire. L'Observatoire fédère des donneurs d'ordre industriels, des prestataires de maintenance et des constructeurs d'équipements. L'objectif, c'est bien d'apporter des éclairages technico-économiques aux décideurs de la maintenance sur les évolutions de leur environnement. Alors, bien entendu, il y a aussi une veille sur l'emploi et que, comme vous le savez, le secteur de la maintenance est en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes et cela ne va pas en s'arrangeant puisque le nombre de diplômés par rapport aux demandes des industriels est en baisse. Ceci étant lié au problème essentiellement de l'image des métiers industriels et en particulier des métiers de la maintenance. Alors même s'il y a une légère évolution de l'image, cela reste quand même très difficile dans l'état actuel. Et nous avons donc produit par ailleurs avec l'Alliance pour l'industrie du futur et l'Institut Mines Télécom un document qui s'intitule « La maintenance des métiers d'avenir » que vous pouvez d'ailleurs ici télécharger. Et donc, il s'agit de rappeler que la maintenance est bien une brique essentielle de l'industrie du futur. Alors, si on regarde les évolutions, on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, les évolutions depuis 2008, évidemment, ça s'arrête à 2019. Vous avez tous compris que 2020 va être un peu difficile. Ceci dit, en faisant abstraction de 2020, on voyait qu'il y avait une progression légère, même si 20%, c'est quand même une grande partie, qui est due au carénage nucléaire. Depuis 2017, il y avait effectivement une augmentation. Alors, bien évidemment, la crise du Covid remet tout à plat. Les prévisions de dépenses vont chuter. D'après nos estimations, c'est moins 17% des dépenses totales. Alors, l'usage étant moins intensif sur les capacités de production, hein, évidemment. Alors, il y a une reprise très partielle de l'industrie. Alors, essentiellement, pour l'instant, ce sont des rattrapages des commandes et donc il y a effectivement des risques de trou d'air. La reprise est en attente pour 2020. On prévoit moins 25% des prestations, sachant que même le nucléaire maintient la maintenance essentielle avec l'arrêt des grands carénages. La main-d'œuvre étant sous-occupée, eh bien l'objectif est de préserver cette main-d'œuvre en interne. Et même le volume des bordereaux est en baisse avec la révision des périmètres des contrats. Alors oui, 2020 va être difficile et donc l'enquête est toujours en cours pour essayer d'actualiser les chiffres pour 2020. Voilà.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de budgets, notamment les budgets de CAPEX qui étaient gelés. Or que, comme tu as dit avant, on ne peut pas arrêter de maintenir les équipements. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les industries pour trouver notamment des leviers et atteindre l'excellence opérationnelle. Jean-Claude, en termes de l'expert de métier, je voulais te poser une question. Selon toi, quels sont les leviers pour notamment atteindre les excellences opérationnelles? Pour atteindre l'excellence opérationnelle, notamment maintenant, soit sur la maintenance, soit sur l'inspection, soit pour il faut parfaitement maîtriser les dégradations de ces équipements, il faut parfaitement suivre les équipements et être capable de les suivre en masse. Ce qui aujourd'hui pénalise les entreprises, c'est les coûts de maintenance. Et comme le disait Karim tout à l'heure, 2020 va être assez compliqué pour beaucoup d'industriels et pour beaucoup de sociétés. Donc chacun va essayer de gagner, de voir comment il peut gagner les coûts de maintenance, c'est-à-dire comment diminuer la maintenance en l'optimisant. Donc avec différentes manières, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit même dans les sociétés de transport, il faut optimiser les interventions de maintenance. Alors les différents leviers pour les optimiser, ça veut dire qu'il faut être capable de connaître parfaitement ces équipements, de maîtriser comment ils fonctionnent, de maîtriser comment ils se dégradent, de maîtriser comment on doit intervenir et comment on doit les contrôler. Donc tout ça, c'est des leviers et il faut être capable de le faire en masse. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on intervient en maintenance, on intervient encore d'une manière, on va dire, unitaire ou ensuite d'une manière unitaire les équipements. Et nous, voilà. Mais il faut être capable de le faire en masse avec une vision stratégique. Tu parles notamment de voir une vision sur l'ensemble des équipements. Et aujourd'hui, dans une usine, en moyen, on trouve combien entre 20 et 30 000 d'équipements différents? Voilà, donc vous avez des pompes. Hein. Moi, je viens du pétrole, de la chimie. En passant par l'énergie, j'ai un très grand background puisque j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Hein. J'ai passé par toutes les strates de la maintenance, hein, parce que j'étais mécanicien de maintenance, technicien de maintenance. J'ai dirigé un service d'inspection, donc j'ai passé par tous les strates du métier. Donc des équipements, vous avez des milliers d'équipements hein, sur un site hein, qui se dégradent en fonction des problématiques de production, en fonction des flux, des matériaux, en fonction des températures. Et donc, il faut maîtriser l'ensemble des équipements. Et il faut même aller au-delà, il faut être capable de le maîtriser au niveau d'un groupe industriel. On voit aujourd'hui, on travaille avec un très grand industriel. Le but, étant pour eux, quand ils font des réingénieries après des arrêts, c'est d'être capable d'intervenir en masse sur des plans de maintenance. Donc, c'est là qu'en se basant sur X et en mettant en place des automatismes qui vont permettre d'agir directement sur les plans de maintenance. Et notamment d'aller plus vers l'optimisation. On va vers l'optimisation, oui, ça veut dire absolument, mais on va vers l'optimisation. Karim, selon toi et ton expérience, quels sont les processus de maintenance au sein d'un groupe industriel, notamment aux différentes échelles? Alors, il y a effectivement trois grandes étapes et le système est bouclé. Première étape, c'est la direction qui va fixer une politique de maintenance ou des objectifs de maintenance. Ensuite, le service maintenance va lui définir en fonction de la demande de la direction, c'est-à-dire en fonction de la politique de maintenance ou des objectifs de maintenance, quelle stratégie de maintenance appliquer. Une fois qu'on a décidé et choisi quel type de maintenance on va appliquer, cela va se transformer en plan de maintenance. Alors, qu'est-ce qu'un plan de maintenance? C'est un ensemble structuré d'opérations de maintenance à effectuer. Une fois que le plan de maintenance est réalisé, et là c'est la partie la plus importante, mais qui hélas est la plus négligée, il faut rédiger un compte-rendu d'intervention. À quoi va servir ce compte-rendu d'intervention? Ça permettra d'avoir les historiques techniques pour savoir ce qui s'est déjà passé sur l'équipement, mais aussi avoir une visibilité sur les coûts. Et tout ça pour faire quoi? Pour avoir un tableau de bord, et ce tableau de bord servira à la direction d'adapter sa politique. Alors bien entendu, comme c'est un système bouclé, si une des parties est négligée ou on y fait n'importe quoi,
et je pense aux comptes rendus d'intervention, hein, parfois c'est un peu difficile de les rédiger, donc on met RAS pour pas être embêté. Eh bien, si c'est RAS qui est en entrée, en sortie au niveau du tableau de bord, on va pas avoir des choses efficaces. Souvent, je dis garbage in, garbage out, et en franglais, merde in, merde out. Donc, avec un tableau de bord qui est vérolé à la base, ça va être très, très difficile d'avoir une vraie indication. Donc, oui, je voulais notamment poser cette question parce qu'il y a plusieurs différentes approches dans les maintenances qui peuvent être mises en place au sein d'une usine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Voilà, alors ça devrait être qu'un rappel, et là c'est mon côté enseignant qui revient, c'est la norme NF EN 13306, édition 2018, que tout le monde doit connaître. Donc en fait, une fois que la direction a défini une politique ou une stratégie de maintenance, et des objectifs de maintenance, pardon, le service de maintenance va devoir choisir. Alors est-ce qu'on fait de la maintenance préventive? Dans la maintenance préventive, on retrouve la partie systématique. Donc la maintenance corrective, j'en parle pas. Hein. Évidemment, il ne s'agit pas de faire que de la maintenance préventive. Souvent, certains pensent que parce qu'ils font de la maintenance corrective, ils sont pas bons. C'est pas vrai. Tout ceci doit être fait avec en tête le coût optimum. Donc parfois, par exemple, si on travaille sur stock, la maintenance corrective est largement suffisante. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la maintenance corrective. La maintenance préventive, il y a la systématique. La systématique, c'est-à-dire, on va définir un échéancier qui sera basé sur des unités d'usage. Alors, les unités d'usage, c'est le temps, un nombre de cycles, un nombre de pièces, etc. Et la maintenance systématique, on va remplacer quel que soit l'état de l'équipement. C'est-à-dire que la pièce qu'on va remplacer, et donc souvent avec mes étudiants, je leur donne l'exemple de la voiture, on va changer les bougies, quel que soit l'état de la bougie. Donc évidemment, la direction n'aime pas trop puisque au niveau économique, c'est pas toujours justifié. Et donc arrive la maintenance conditionnelle qui, elle, va se séparer en maintenance prévisionnelle. Alors je l'ai mis en rouge parce que c'est predictive maintenance en anglais, et sauf que beaucoup de personnes du marketing aiment bien utiliser la maintenance prédictive. Hein. Non, non. Comme vous pouvez le voir, la maintenance n'est pas une science divinatoire. On ne fait pas des prédictions, mais des prévisions. Quelle différence entre la maintenance prévisionnelle et la conditionnelle non prévisionnelle? C'est-à-dire qu'on va faire une mesure et on va décider qu'il faut agir tout de suite, c'est-à-dire que l'opération de maintenance doit se déclencher rapidement, alors que dans le cas de la maintenance prévisionnelle, connaissant son équipement, on peut extrapoler l'évolution des paramètres et programmer une intervention de maintenance. Donc, c'est la grande différence entre les deux. Donc, quand vous lisez dans certains articles, avant je faisais de la maintenance préventive et maintenant je fais de la prédictive, bah, ce sont des personnes qui n'ont rien compris. Hein. Je suis désolé, il y a une et on doit parler la même chose. C'est-à-dire que si on fait de la maintenance prévisionnelle ou prédictive maintenance, on le fait bien en prévention. Donc, ça reste une maintenance préventive. Voilà, ça y est, mon message est passé. Donc finalement, il y a chaque approche qui représente des avantages, des inconvénients, et on ne peut pas se baser que sur une maintenance préventive ou que sur une maintenance corrective. Donc, une approche conditionnelle, une combinaison de différentes méthodes, c'est, si je comprends bien, plutôt une meilleure approche. Et notamment, les maintenances conditionnelles prendre des ampleurs en raison de gains économiques importants qu'ils procurent. Jean-Claude, je voulais te poser une question. Comment nous pouvons mettre en place une approche conditionnelle de la maintenance et quels sont les éléments qui doivent être pris en compte dans cette approche-là? Pour mettre en place une maintenance conditionnelle, elle doit être adaptée à chaque catégorie d'équipement, à chaque classe d'équipement. On doit être capable d'intégrer, bien sûr, ces conditions opératoires, ces caractéristiques techniques, c'est-à-dire l'intégralité de ces caractéristiques techniques. Et là, on voit déjà que là, on est face à des problèmes parce que intégrer des caractéristiques techniques pour un équipement, ça va. Pour 100 équipements, ça va. Pour 10 000 équipements, ça devient plus compliqué et plus complexe, mais c'est nécessaire pour mettre en place une bonne, voire une approche conditionnelle acceptable.
Cette approche conditionnelle va nous permettre de planifier les actions de maintenance, les actions d'inspection en fonction de leur état réel, en fonction même de contraintes qui nous sont extérieures, qui sont des contraintes réglementaires. Hein, et ça va nous permettre, on va pouvoir, en faisant ça, se lier à si on arrive à avoir un suivi en masse et global sur un site, on va pouvoir dire une panne s'est produite sur un site X. Comment j'interagis sur mon plan de maintenance presque en temps réel sur un site Y qui est à 1000 km. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il convient de noter qu'une approche conditionnelle nécessite une solution de surveillance des équipements, une solution globale. Alors, quand je dis une surveillance des équipements, ça ne veut pas dire qu'il faut instrumentaliser tous les équipements, hein, c'est pas ça. Mais il faut être capable de grouper toutes les opérations de maintenance, toutes les opérations d'inspection. C'est assez complexe, mais c'est aussi assez facile à mettre en place. Le numérique permet cela. Et pour toi, notamment, cette approche conditionnelle, c'est plutôt se définir au niveau de groupe. Donc, c'est en tête qui ça se définit. Ça, on le voit avec nos clients. Donc, dire les groupes industriels imposent, si on prend des groupes pétroliers, des groupes chimiques, des groupes pharmaceutiques, souvent, imposent des règles de maintenance. Et ce qui les préoccupe, c'est comment on peut répercuter ces règles de maintenance au niveau des sites. Mais ça peut se faire au niveau oui, exactement, hein, les best practices, comme tu dis. Donc, comment mettre en place une stratégie de maintenance efficace à l'intérieur de tous les sites. Exact, oui, c'est complètement ça, oui, Maria. Et pour toi, par exemple, les concepts et les best practices étaient définis, étaient utilisés, analysés par les maisons mères, par un groupe ou par une direction. Maintenant, il s'agit en plus, les best practices, c'est notre expérience, en quelque sorte, qui enrichit d'année à l'autre. Les questions se posent par la suite de application de cette stratégie. Pour toi, quelles sont des difficultés qui peuvent rencontrer les industriels dans la mise en place de leur stratégie de maintenance? Ça dépend globalement si on veut mettre en place une stratégie de maintenance efficace liée aux best practices et qui soit imposée par une direction au groupe industriel. Il vous faut fatalement un outil informatique, un moteur de stratégie qui permet de créer et de mettre en place des règles de maintenance uniformes liées aux dégradations, aux anomalies qu'on a pu rencontrer. C'est obligatoire. C'est compliqué de le faire. Moi qui ai fait des plans de maintenance sur des fichiers Excel ou qui en ai fait sur des grands ERP internationaux que tout le monde connaît, mais qui sont quand même des plans de maintenance unitaires où à chaque fois il était difficile de faire la corrélation entre les impositions réglementaires ou les impositions des best practices de la direction des groupes industriels où j'ai travaillé. C'était très lent et chronophage. Donc, sans outils adaptés, c'est compliqué. Donc, pour toi, cette tâche fastidieuse qui notamment freine le processus d'amélioration continue au sein de l'usine. Oui, ça va freiner le processus d'amélioration continue. Tu parlais notamment d'un rôle de logiciel et un rôle de digital au service de la maintenance. Chez Carrefour, on avait mis en place une plateforme digitale. Pour toi, est-ce que la solution PowerMan qui était développée peut s'intégrer dans les processus internes de clients? Et selon toi, quelle est l'innovation de rupture, notamment qu'il propose? Parce qu'il y a des autres solutions. Voilà, donc on a développé différents moteurs. Hein. Donc, oui, on est capable de gérer l'intégralité des opérations de maintenance et des équipements industriels. C'est-à-dire l'intégrer, de le faire en masse. Hein. Quand je dis de faire en masse, ça veut dire qu'on va être capable de traiter les données en masse. On peut pas faire autrement. Donc, je suis perturbé, j'ai quelqu'un qui me passe devant moi. Donc ça veut dire qu'on va être capable de prendre les données d'un ERP d'une manière, de nettoyer les données, de les structurer, hein, après de les emmener sur une plateforme que nous on appelle à cette structure, on va les rentrer dans un moteur de stratégie, on va être capable de générer des plans de maintenance ou des plans d'inspection en ayant intégré les best practices du groupe et on va être capable de faire des plans de maintenance en masse. Attention, ça veut dire en masse qu'on va pouvoir faire par 1000 plans de maintenance en simultané. Oui. Donc on va pouvoir faire des plans d'inspection en masse.
c'est vraiment une innovation de rupture. Hein. Il faut juste le savoir, ça se fait très peu aujourd'hui. Et tout en étant connecté aux grands ERP du marché, quoi. Donc, en fait, on va s'intégrer dans les processus internes et permettre dans quelque sorte d'établir cette flux continu de données, des gestions des équipements, en connectant avec des solutions tierces et en apportant de fonctionnalités complémentaires. Oui, oui, tout à fait. Tu commences toujours, je sais que les plateformes Powerment, elles commencent notamment par les modules de données. Pourquoi les modules de données, pour toi, étaient en étape préliminaire et importante dans les solutions que tu voulais offrir à nos clients? Donc, il faut être capable d'intégrer les données dans plusieurs de nos clients. On travaille avec des ERP type SAP, des choses comme ça. C'est-à-dire, on va sortir les données, on va les nettoyer, les rendre, on va dire, les nettoyer, quoi. Après, on va les comparer par rapport à des normes ISO, on va les classer selon les normes. On va les classer demain selon les normes, les impositions du CIFOS, hein, qui sont, on va dire, une réglementation internationale pour les industriels. Et après, on les amène sur la plateforme d'asset structure pour générer des plans de maintenance en masse via le moteur de stratégie où là, on va intégrer les règles. Donc, les données sont essentielles. La propreté des données est essentielle. On a parlé notamment aussi récemment concernant des mises en place de best practices. Et pour un groupe industriel, le plus important, c'est de faire des comparaisons de benchmarking, qu'on dit, de différents sites industriels afin d'identifier tout d'abord des meilleures expériences et de best practices et de les appliquer dans les processus sur les autres. Karim, comment notamment on peut faire cette benchmarking de différents sites industriels? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, c'est résumé dans la diapo. C'est-à-dire que avoir plusieurs sites qui ont une base commune, ce qui n'est déjà pas toujours évident, parce que chacun parle sa langue. Et donc, s'il n'y a pas un langage commun, c'est très difficile. En plus, pour mettre en place ce type de structure, il faut quand même que le management ne se trompe pas. Quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on fait une recommandation d'un site à un autre, il faut surtout pas dire « Tiens, le site 2 fait beaucoup mieux que vous, site 1 ». Il va falloir se remettre comme le site 2. Là, c'est une erreur de management. C'est-à-dire que c'est clair que ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que l'implication du management est très importante dans la mise en place justement de best practices sur des sites différents. Et donc, si on n'a pas bien mené son travail de mise en place d'information, de communication sur ces différents éléments, ça va être très, très difficile d'avoir des vraies données. C'est-à-dire qu'avoir un taux de rendement qui n'est pas conforme à ce qui est attendu par le groupe, ben c'est pas très difficile de le modifier. Hein. Il suffit de savoir quels sont les chiffres à modifier. Et du coup, là, on s'est complètement trompé parce qu'on aura des valeurs qui sont fausses. C'est exactement la même chose que pour les comptes rendus d'intervention. S'ils ne sont pas faits correctement, on va avoir un tableau de bord qui est faux. Donc là, c'est bien résumé. Hein. Le site 1 qui n'applique pas les recommandations, la question, pourquoi il n'applique pas? Est-ce que parce que ce n'est pas adapté ou est-ce que c'est des équipements qui sont très différents? Et donc, moi, je fais confiance en la nature humaine. Hein, c'est-à-dire que si on ne l'applique pas, il y a toujours une raison. Ce n'est pas juste pour embêter le monde, c'est parce que soit ce n'est pas adapté. On a vu avec les ERP, je ne vais pas le citer, quand on demande à un technicien de remplir 14 champs pour un compte rendu, il ne faut pas rêver. Il ne va pas remplir 14 champs, il a autre chose à faire. Donc, cette partie management est plus qu'importante, mais bien expliquer qu'au final, c'est du gagnant-gagnant. Et donc, j'insiste sur la partie implication du management. Mais effectivement, si c'est bien mis en place, c'est presque un bonheur. Hein. Notamment pour continuer sur les sujets de bonheur et quels sont les gains qu'on peut voir au sein de une industrie, notamment dans les maintenances avec des solutions digitales qui étaient mises en place.
Jean-Claude, tu m'avais parlé aujourd'hui de mise à jour des plans de maintenance, notamment en masse. Je sais que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est une tâche chronophage qui nous permet d'utiliser des ressources. Mais comme tu parles de mise à jour en masse, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails sur ce sujet? C'est-à-dire, suite à un arrêt, suite à des opérations de maintenance lourdes, suite à des choses comme ça, il faut mettre à jour les plans de maintenance. Donc, la mise à jour des plans de maintenance, avec un outil qui permet de générer les plans de maintenance, on va le faire en quelques clics. Il faut savoir que les ROI sont en moyenne à peu près, on va être sur des ROI de 80% par rapport à le gain se fait, ouais, c'est à peu près 80% de gain sur les opérations de maintenance. Et en plus, donc ça permet d'avoir une uniformité des données et d'avoir des informations temps réel qui sont remontées, que ce soit au niveau des points de mesure qui sont pris, hein, parce qu'il y a dans la maintenance, il y a tous les points de mesure, il y a tous les contrôles d'inspection, il y a énormément de choses. Et le gain et la traçabilité est à peu près de l'ordre de 80% par rapport à ce qui était fait avant. Donc ici, on approche notamment les sujets initiaux qu'on peut optimiser la gestion et optimiser notamment les mises en place de notre nouvelle stratégie ou toutes les modifications qu'on apporte. Oui, tout à fait. Donc, on fait une traçabilité complète au niveau des plans de maintenance et des plans d'inspection. Tout à fait. Karim, et selon toi, quels sont notamment des facteurs qui doivent être pris en compte dans les mises en place de l'excellence opérationnelle et dans les optimisations qu'on peut faire? Oui, c'est une question très vaste. Il est bon de rappeler la définition normalisée de la maintenance. C'est l'ensemble des actions techniques, on est d'accord, administratives et de management. Et donc, je reviens sur cette partie management qui est pour moi plus que fondamentale. C'est-à-dire que si on n'explique pas, ben, on va avoir l'impression que ça se passe bien, mais en réalité, non. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais dans une entreprise il n'y a pas très longtemps où je vois un énorme écran, un moniteur, un écran de télé, avec plein d'indicateurs. Et en posant la question à évidemment pas à celui qui présentait, mais ceux qui étaient autour, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en faites de ce tableau? Eh ben, la réponse a été rien du tout. C'est le joujou du chef, ça a coûté un bras, mais ça ne sert à rien. Donc, voilà un contre-exemple, parce qu'en fait, c'est quand même, aujourd'hui, avec le digital, on a la possibilité de pouvoir faire des réunions en début, où on va regarder les différents indicateurs, toujours pareil, à condition que les indicateurs soient fiables même à la base, mais c'est vers ça qu'on évolue, c'est-à-dire qu'avec la digitalisation, on a la possibilité d'avoir ces informations. Donc le métier évidemment évolue en maintenance, hein, puisque la digitalisation fait partie quasiment des choses d'aujourd'hui. Mais attention, on n'oublie pas la maintenance manuelle. Hein. Les tablettes ne vont pas remplacer le technicien de maintenance. Hein. Ceux qui racontent ça, ben, ce sont des charlatans, hein, parce que c'est pas vrai. Un roulement, ça reste un roulement. Un robot, ça reste un robot. Il faut y faire une maintenance. C'est pas le robot qui va s'auto-maintenir. Hein. Des choses qu'on a déjà entendues. Donc, faut garder les pieds sur terre, mais j'insiste sur l'importance du management. Et là, il faut vraiment pas se tromper. C'est que vous faites apprendre de vos techniciens, notamment dans les AFIM. Quels sont les meilleurs? Pas uniquement AFIM, hein, mais à l'IUT. Alors, ça fait partie. Je sais qu'il y a quelques étudiants qui me suivent aujourd'hui, et je ne sais pas si mon collègue Mathieu de Schmidt Group est présent, qui est aussi un ancien étudiant et qui est un manager aujourd'hui. Donc pour toi, si on peut tirer des conclusions de notre échange d'aujourd'hui, en fait, excellence opérationnelle peut être atteinte par l'optimisation de maintenance. Il y a trois piliers, si on peut dire. Donc les premières, c'est qu'il faut capitaliser sur l'expérience qu'on a en interne, notamment pour mettre en place des best practices et améliorer la stratégie de maintenance. Les deuxièmes piliers, c'est l'optimisation de ressources avec les outils digitaux. Je ne parle pas de la remplacement, mais notamment optimisation comme des visions globales sur les équipements, de
mise à jour ou de génération automatique de compte rendu. Et notamment, en tout ce qui concerne des opérations de terrain, c'est d'éviter les interventions inutiles et les réparations coûteuses, notamment de la dernière minute. Oui, tout à fait. Quand on pense qu'aujourd'hui, un responsable maintenance passe 30% de son temps devant Excel à essayer de mettre en forme des données, non, non. Et donc, les nouveaux outils de gestion de maintenance assistés par ordinateur évoluent et permettent un reporting facilité. Et ce qui va permettre au responsable de maintenance de réellement se consacrer à son travail qui est l'animation des équipes. Son rôle n'est pas de rester devant un ordi à triturer Excel avec des chiffres qu'il a récupérés, qu'il a transférés de je ne sais quel ERP parce que c'est pas adapté. Donc, la capitalisation du retour d'expérience en maintenance, c'est capital. Les outils évoluent, certes, puisque on peut avoir des visions assez intéressantes. Il y a l'intelligence artificielle qui permet d'apporter des choses intéressantes en maintenance. Et puis, éviter les coûts inutiles, nous sommes tous d'accord. Hein, l'objectif est d'optimiser les coûts en maintenance, même si souvent, j'ai déjà eu des discussions, on me dit oui, mais de toute façon, la maintenance, ce sera toujours un coût. Oui, oui, bien sûr, mais ce que je leur dis à ceux qui me disent ça, c'est je vous propose de le réduire à zéro, le budget maintenance, oui, à zéro, et observer la courbe des coûts, et on en reparlera. Donc, la maintenance, c'est important, c'est incontournable et ça fait partie des briques essentielles, je le rappelle, de l'industrie du futur. On ne peut rien faire sans maintenance. Dès qu'il y a une installation, il faut une maintenance. D'où la source de passion. Bon, je pense qu'on a abordé aujourd'hui les sujets qui sont importants et qui se posent plusieurs l'industriel. Donc, je vois qu'on a pas mal de participants aujourd'hui. Je vous invite tout d'abord de se rapprocher à nous, à FIM, à l'université, pour avoir plus d'informations. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les chats. Il nous reste quelques minutes, donc vous pouvez profiter les avis de réponse des deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc j'en profite, il y a le site de la FIM et le site du pôle maintenance, donc pôle-maintenance.fr. Comme vous le savez, on organise chaque année des journées de conférences. Alors cette année, c'était un peu difficile, mais elles sont disponibles en différé. Et pendant le Covid, j'en ai profité pour créer une chaîne YouTube Pôle Maintenance à FIM Alsace. Donc n'hésitez pas, vous y trouverez des webinaires, dont celui-là qui sera disponible. Et puis dans les documents que vous pouvez récupérer, vous avez la brochure de PowerMaint et puis le document dont je vous ai parlé qui s'appelle la maintenance des métiers d'avenir. Donc, n'hésitez pas à les récupérer. Merci beaucoup, Karim. Bon, comme il n'a pas de questions, je propose de terminer notre échange pour aujourd'hui. Et je vous invite encore de participer au prochain webinaire et de regarder en replay sur les canaux qui étaient proposés par Karim et qui sera mis également sur le canal de Cirfood. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir.